Euh, Bonjour, chers amis internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour pouvoir échanger, discuter, parler de thèmes qui nous passionnent, notamment de thèmes qui sont liés au marketing. Donc aujourd'hui, nous allons discuter ou échanger sur un thème très intéressant qui est notamment l'étude de marché. Alors l'étude de marché, c'est quelque chose de particulièrement important. Je crois que vous l'avez deviné. C'est un point essentiel dans la vie de l'entreprise. C'est un point essentiel dans la vie de l'entreprise parce que le marketing, ce n'est pas une discipline qui est notamment liée à la magie. Les décisions ne s'inventent pas. On ne fait pas de la publicité comme on veut, on ne négocie pas comme on veut, on ne fait pas de la prospection comme on veut, on ne fait pas de la distribution comme on veut. Le marketing se veut une discipline de gestion. Et en cela, c'est notamment un pan de l'entreprise qui participe notamment à son développement. Et pour cela, il est nécessaire de prendre des décisions notamment assez importantes qui vont avoir notamment une incidence sur la vie de l'entreprise. Alors, quand on regarde bien ce qui se passe notamment, c'est que l'entreprise fait des investissements, fait des dépenses avec la perspective de rentabiliser son investissement. Alors, sous ce rapport, il va de soi que dans une entreprise commerciale, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'un levier qui permet de survivre, c'est le levier de la rentabilité. Une entreprise, pour survivre, doit être rentable. C'est pourquoi en marketing, pour toute décision à prendre, il faut qu'on sache est-ce que la décision va nous permettre d'être plus rentable. Parce qu'on ne permet en réalité que deux types de décisions en marketing. La décision, le principe premier, c'est que la décision doit produire de la rentabilité pour l'entreprise. Ça, c'est fondamentalement important. Il faudrait que, en prenant une décision, l'entreprise puisse notamment avoir de la rentabilité. Ça, s'il n'y a pas de rentabilité, très sérieusement, ça ne vaut pas grand-chose d'investir. D'accord ? Alors, excusez-moi tous ces changements. Je suis en train de prendre des cours auprès de mon ami Lai Bombasek sur comment diffuser, parce qu'on ne peut pas malheureusement être ensemble en raison de ce que vous savez, notamment comment vous appelez ça encore, l'épidémie de Covid-19 notamment, qui pose un vrai problème. Voilà, je crois que là c'est un peu mieux. Voilà, bien. Donc là, merci pour les cours. Je suis en train d'apprendre et essayer de m'améliorer. Voilà, bien. Donc je dis que quand on veut prendre une décision en marketing, il faut s'assurer d'une chose très importante, c'est est-ce que cette décision va produire de la rentabilité. C'est très important parce que c'est ce qui sous-tend l'existence de l'entreprise. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, quand la décision ne peut pas être rentable, il faut qu'on s'assure d'un autre levier important, c'est est-ce que la décision, même si elle n'est pas rentable, est-ce qu'elle nous permet de maintenir notre compétitivité. Je prends un exemple très simple. Quelquefois, par exemple, on est avec des concurrents qui, brutalement, décident de faire une action promotionnelle. Quand les concurrents font une action promotionnelle et que nous, on n'y était pas réellement préparés, forcément, on est dans une situation difficile. Parce qu'on n'avait pas prévu de faire une action promotionnelle. Mais si on laisse les concurrents ou le concurrent faire sa promotion, il risque de nous piquer une partie de nos clients ou au moins une partie de nos ventes sur sa période promotionnelle. Résultat, on est obligé de faire une action promotionnelle de riposte où peut-être qu'on ne garantit pas la rentabilité de ce qu'on va faire. Éventuellement, peut-être qu'on aura des pertes parce qu'il y a ce qu'on appelle des manques à gagner. Le manque à gagner en promotion, c'est quand le client, on lui offre une promotion alors que s'il n'y avait pas de promotion, il aurait acheté. Dans des cas comme ça, on fait une promotion où on ne cherche pas la rentabilité, mais on cherche à protéger ses acquis, son territoire, notamment ses ventes, sa clientèle. Donc dans ce cas, la décision n'est pas forcément
rentable, mais elle permet de maintenir la compétitivité de l'entreprise. Voilà. Alors, maintenant, l'étude de marché, elle va permettre d'aider à la prise de décision. Nous voulons lancer un nouveau produit, c'est bien. Comment faut-il le lancer? Où est-ce qu'il faut le lancer? Est-ce que même ça vaut la peine d'être lancé? Nous voulons nous exporter, aller dans un autre pays, ou bien tout simplement nous sommes au Sénégal, nous sommes dans quelques régions, on veut aller, on veut augmenter notre présence. Il est important de se poser la question de savoir est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça marchera? Est-ce que ce sera pertinent? Est-ce que les conditions qu'on va mettre en œuvre nous permettront d'atteindre notre objectif? Voilà. On veut changer de message publicitaire. On veut accroître notre présence dans la distribution. Tous ces éléments-là nécessitent en amont une étude de marché pour pouvoir savoir notamment comment est-ce que nous allons nous y prendre. Il n'y a pas que le marketing qui a besoin d'études de marché. Il faut savoir que l'étude de marché, au départ, était d'abord une approche sociologique. Ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Ce sont les spécialistes de la sociologie qui ont vraiment développé ce qu'on appelle les enquêtes et tous ces types d'études. Et bien sûr, les psychanalystes vont développer l'autre aspect, c'est-à-dire notamment les études qualitatives, les enquêtes en profondeur, les entretiens en profondeur et tout le reste. Voilà. Alors, donc, quand on veut, notamment, par exemple, quand on a un projet, on veut lancer un business, il faut faire une étude de faisabilité. Le premier levier, le levier le plus important d'une étude de faisabilité, c'est l'aspect marketing, c'est l'aspect marché. Quand je veux lancer un nouveau produit, il faudrait que je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a un marché pour ce produit-là? Parce que tout le reste dépendra de l'existence d'un marché. L'analyse, souvent les gens se focalisent sur l'analyse financière, c'est intéressant l'analyse financière. Mais quand vous n'avez pas de marché, à quoi ça sert d'avoir une bonne analyse financière? Donc ça, réellement, à mon avis, c'est donc important pour les entrepreneurs, aussi bien pour les entreprises, de pouvoir notamment recourir à l'étude de marché. Je vais juste traiter quelques points liés notamment au process de mise en œuvre de l'étude de marché, les aspects techniques liés notamment à comment choisir l'échantillon, quelle est la taille de l'échantillon, liés notamment à la validation, notamment au seuil d'erreur ou le seuil de validité de l'échantillon, etc. Tous ces aspects, les méthodes de choix de l'échantillonnage, de l'échantillon du moins, que ce soit des méthodes raisonnées ou des méthodes statistiques, etc. Ça, vraiment, je crois que Live Bombasec fera demain un bon live pour pouvoir nous édifier là-dessus. Voilà, bien. Alors, donc j'ai mon ordinateur à côté pour déjà gérer mon temps et ne pas aller en élucubration pour aller à l'essentiel, voilà. Donc je reprends juste mon cours. Merci Live Bomba de me ramener dans une classe. C'est vrai que tu as dit qu'on est dans une classe virtuelle. Voilà. Bon, alors donc je vais rester dans ma classe virtuelle. Quand on fait une étude de marché, il y a un point de départ. Le point de départ, c'est la définition du problème de l'étude. C'est fondamentalement important. On ne peut pas dire on fait une étude pour faire une étude. On ne peut pas dire oui, mais on veut faire une étude de marché, on veut juste aller à l'extérieur, on veut faire une étude. On ne peut pas dire aussi on veut lancer un nouveau produit. Voilà, c'est ça l'objectif de l'étude de marché. Non. Il faut très très clairement déterminer quels sont ce qu'on appelle les facteurs à expliquer. C'est très important. Quels sont les facteurs à expliquer? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais les énumérer, ensuite on reviendra en détail là-dessus. Le premier point donc, c'est définir le problème d'étude. Quels sont les facteurs que nous voulons expliquer dans le cadre de notre étude? Plus c'est clair, plus l'étude sera bonne. Moins c'est clair, moins l'étude sera bonne. C'est absolument clair. Deuxième point important, c'est l'élaboration du plan d'étude. Parce que quand on connaît l'objectif, enfin quand on connaît la problématique, on peut maintenant s'engager sur quels sont les objectifs que nous visons, quelle est l'étendue de notre étude, quelle est la méthodologie de collecte, d'analyse que nous allons utiliser, quel est le planning que nous allons utiliser. Ça, c'est vraiment le deuxième point, qui est un point très important et qui va justement engager la mise en œuvre, notamment de l'étude du marché. Bien sûr, quand on a le plan d'étude, on a le cadrage. Vient la troisième étape, qui est maintenant la collecte des informations, où on va organiser les équipes, on va déployer les équipes, on va affecter les rôles pour que notamment les études puissent être, que les informations puissent être correctement collectées,
qu'il y ait plusieurs niveaux de validation. Il va y avoir un superviseur, un directeur d'études, etc. pour qu'on puisse valider l'ensemble du système, l'ensemble des informations et notamment produire des données au moins le plus fiable possible par rapport au questionnaire et l'échantillon qui ont été faits. Voilà. La collecte, c'est aussi notamment l'élaboration des outils. Je crois que vous en parlerez aussi avec l'IBOMBA. Il faut des outils de collecte. Quand on veut faire une étude directive, forcément, il faut une enquête, il faut un questionnaire, etc. Il faut que le questionnaire soit bien fait aussi. Ça peut être autre chose, ça peut être des focus groups, ça peut être de l'observation, ça peut être de la collecte documentaire, ça peut être, je sais pas, ça peut être des focus group, ça peut être des entretiens semi-directifs. Il y a plusieurs méthodes de collecte. C'est vrai qu'il faut d'abord définir ces méthodes de collecte, définir aussi notamment comment est-ce qu'on va choisir les échantillons et puis y aller. Voilà. L'autre aspect maintenant, c'est quand on a collecté l'ensemble des données, il faut analyser et interpréter ces données. Et on le verra aussi un peu, la première étape, c'est de ce qu'on appelle qualifier, c'est-à-dire valider les données. Est-ce que les données sont bonnes? Je vous l'avais dit qu'en marketing, on préfère ne pas avoir de données plutôt que d'avoir des données qui sont plutôt erronées. Voilà. Donc il faut d'abord qu'on commence par valider les données et ensuite maintenant on va travailler sur l'analyse et l'interprétation des données. On en parlera tout à l'heure avec bien sûr l'existence de logiciels aujourd'hui qui facilitent ce travail. Et la dernière étape, c'est faire notamment le plan de l'étude de marché, le rapport de l'étude de marché, parce que c'est un travail qui a été commandité. Il faut bien pouvoir notamment faire un plan, présenter les résultats et pouvoir les discuter et les valider avec les commanditaires ou les principaux acteurs impliqués dans la décision à prendre. Voilà. Alors, donc, le premier point, c'est notamment la définition du problème d'étude. C'est réellement le point de départ, c'est la justification du besoin. Et à ce niveau, 3 facteurs importants doivent être pris en charge. Le premier point, c'est de définir le problème marketing. À quel problème marketing sommes-nous confrontés? C'est très important. Et l'idée, c'est quelle est la difficulté ou l'opportunité actuelle ou potentielle à laquelle nous sommes confrontés. Parce que le problème auquel on fait face peut être un problème actuel. Dire, OK, les ventes diminuent, ou bien il y a de nouveaux concurrents qui arrivent, ou on veut aller à l'étranger, ou on veut lancer un nouveau produit, ça peut être un problème actuel qui est là. Comme le problème peut aussi être un problème futur, mais pas futur très lointain, mais futur court terme ou futur moyen terme. Laissez-moi vous donner des exemples. Aujourd'hui, je crois qu'hier, j'ai posté un petit document sur la stratégie liée notamment au coronavirus. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'experts sont en train de se dire en sourdine, peut-être qu'après la crise du coronavirus, il y aura un changement de comportement des clients. Et il faut bien qu'on puisse déjà essayer de comprendre quels sont les changements potentiels qui seront issus de cette maladie. Je ne suis pas un expert dedans, je n'ai vraiment pas analysé, mais je crois que certaines entreprises commencent déjà à se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont changer? Est-ce qu'ils vont changer leur décision d'achat? Est-ce qu'ayant expérimenté le drive et les livraisons à domicile, est-ce qu'ils vont maintenant aller dans les magasins? Voilà. Comment vont-ils se comporter par rapport aux autres pour éviter d'être contaminés ou de chipper des virus, etc. Est-ce que le télétravail qui est en train d'être expérimenté ne va pas demain se développer? Quel produit, quel service ça va demander, etc. Je veux dire, très concrètement, il y a en tout cas des changements, des mutations qu'on peut attendre à l'issue de cette épidémie qu'on souhaite partir très rapidement. Donc ça, on est dans la prospective, d'accord? L'autre aspect, c'est que je prends un exemple très simple. L'autre exemple que je voulais prendre, c'est par rapport notamment aux changements de comportement qui peuvent apparaître lointains alors qu'ils sont assez proches. L'exemple que je donne, je l'ai vécu à Paris, c'est l'exemple notamment de Nutrition et Soja, qui est une filiale de Sandoz, donc qui est complémentée à Nutrition et Santé qui fait les marques céréales, gerblé, ovomaltine. Ce qui s'est passé, c'est qu'au tournant des années 80, il y a eu le développement, ou en tout cas
Euh, les marques sont mises à ce qu'on appelle la mode du light. Et tout le monde s'est mis au light. Avec comme idée, les gens veulent consommer des produits moins gras, des produits moins sucrés, et tout le monde s'y est mis à son light. Enfin, la plupart des produits alimentaires. Et justement, Nutrition et Santé, à travers cette filiale-là, s'était dit, est-ce que cette tendance du light est une tendance ponctuelle? Est-ce que c'est une mode ou pas? Parce que nous, ça nous intéresse d'y aller. Puisque nous faisons des médicaments, nous sommes dans le domaine de la santé, on veut faire aussi des aliments qui pourront notamment accompagner cette tendance-là. Et ils ne sont pas lancés comme tout le monde. Ils ont fait une étude de marché. Et l'étude de marché leur a permis de voir que ce n'était pas une mode en réalité, mais c'était une vraie tendance qui s'ancrait dans la durée, parce que petit à petit, les gens commençaient à comprendre que la première médication d'un être humain, d'un individu tout simplement, la première médication d'un être, c'est d'abord son alimentation. Et c'est là qu'ils avaient commencé à lancer une première marque bio qui s'appelait Soy. Et après, ils ont été les premiers à vendre ces marques bio-là en grande surface, notamment que ce soit les Auchan, les Carrefour, etc. Et ils avaient proposé des marques bio, mais ils n'étaient vraiment pas dans les rayons bio, ils étaient dans les rayons traiteurs libre-service, à côté des grandes marques comme William Saurin. Et ils vendaient ces produits avec beaucoup de variétés typiquement françaises, basquaises, épices, champignons de Paris, etc., au fromage et tout, pour s'adapter à ça. Et c'était rien d'autre que des produits à base de soja. Donc, ils vendaient notamment des petits repas à base de soja et ils ont su l'agrémenter de sorte que les gens, en le mangeant, n'étaient pas vraiment gênés par le goût, peut-être un peu par la texture, mais ils ont su travailler ça. Et après, ils sont positionnés comme leaders. Ils ont entraîné les autres, comme Sojation, comme Bjorg, etc., qui aujourd'hui sont leaders dans ce domaine. Et au début, peut-être qu'on leur riait au nez, mais ils sont développés. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est 5 ans plus tard, a émergé le concept d'alicament. Les gens ont commencé à se dire, en réalité, maintenant, les gens ne prennent pas l'alimentation uniquement pour manger, etc., mais ils considèrent l'aliment comme étant la première médication. Qu'est-ce qui leur a permis de leader ce marché? Qu'est-ce qui leur a permis de très rapidement comprendre les enjeux et de vraiment se positionner correctement? C'est qu'ils ont fait une étude de marché. S'ils n'avaient pas d'étude de marché, ils n'auraient pas compris tout cela. Donc, le premier point, c'est à quel problème sommes-nous confrontés? Si vous avez une baisse de vos ventes, je crois qu'il est important de faire une étude de marché et de ne pas cracher sur les commerciaux en disant qu'ils sont mauvais. On ne peut pas aussi dire les ventes ne marchent pas parce que ces temps-ci, on a vu les concurrents faire des actions, etc. Faites toujours une étude de marché. Une étude de marché, ce n'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ça peut être très petit comme ça peut être très grand. Les moyens mobilisés aussi peuvent être très petits comme ils peuvent être très grands. Ces études peuvent être faites par l'équipe interne de l'entreprise comme elles peuvent aussi être confiées à des experts ou en tout cas à des équipes externes. Mais quoi qu'il en soit, faisons une étude de marché pour bien comprendre les enjeux, des difficultés que nous rencontrons. L'autre aspect, toujours dans la problématique, c'est quelles sont les implications de notre problème en termes d'informations à collecter. Ah oui, parce que quand vous voulez faire une étude de marché, vous êtes dans votre marché, vous connaissez votre marché, vous savez ce que vous vendez, qui sont les clients, leurs caractéristiques, éventuellement les concurrents et tout, quoi qu'il en soit, ou bien même si vous ne le savez pas. Mais il faut très clairement dire quelles sont les informations que nous voulons avoir. Et ça, vous le déterminez dans la problématique de l'étude. Quelles sont les informations que nous voulons avoir? C'est-à-dire, quelles sont les explications que nous voulons avoir par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Prenons un exemple très simple. Quand on dit, OK, les ventes, on a un problème marketing, c'est que nos ventes baissent. C'est un problème marketing. On va dire, OK, maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça pour dire, nous voulons faire une étude de marché parce que les ventes baissent. Non. Il est important de dire maintenant, qu'est-ce que je veux savoir comme information pour comprendre pourquoi nos ventes baissent, mais surtout aussi pour savoir comment faire pour remonter les ventes. Et pour ça, il faut poser les bonnes questions. Donc, c'est quoi? OK, nos ventes baissent, nous voulons pouvoir expliquer un certain nombre de choses, ou nous voulons avoir des explications en un certain nombre de choses. Voilà. Pourquoi les clients n'achètent plus? Quels sont les facteurs qui sont liés à notre produit ou à notre marque qui fait que les clients n'achètent plus? Quels sont les facteurs qui sont liés à la concurrence? Quels sont les facteurs qui sont liés à la distribution? Quels sont les facteurs qui sont liés à la communication? Il faut sortir un ensemble de facteurs qui peuvent affecter
le problème auquel nous sommes confrontés. Ça nous permet d'avoir, pour utiliser le jargon des gens du CRM, ça nous permet d'avoir une vue à 360 degrés du problème, enfin en tout cas de l'étude que nous voulons réaliser, des enjeux de l'étude, de la compréhension des difficultés actuelles ou potentielles, mais surtout d'avoir une visibilité sur les solutions à pister pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Le troisième point, toujours dans la problématique, c'est qu'il faut se poser aussi les contraintes de temps et la contrainte de budget. Parce que quand vous voulez faire une étude, vous ne pouvez pas la faire de manière indéfinie. Il faut prendre une décision. Vous faites une étude pour prendre une décision. Donc, question importante. Quel est le temps dont je dispose? C'est vrai que généralement, les gens se donnent une durée d'1 mois. Il arrive aussi que des clients vous demandent de faire une étude sur 15 jours. Bon, une étude sur le marché, aller faire des enquêtes et tout en 15 jours, quand même, c'est pas trop sérieux. Voilà. Mais au minimum, il faut 1 mois quand même pour faire l'étude de marché. Voilà. Mais maintenant, peut-être pour des choses moins importantes, on peut aller sur des délais plus faibles. Voilà. Pour certaines études impliquant des changements de comportement ou impliquant la modification d'attitude ou la promotion de nouvelles idées, peut-être qu'il faut aller à 2 mois, parce que ça demande peut-être des échantillons plus larges et des outils et moyens de collecte beaucoup plus importants. Mais quoi qu'il en soit, il faut donner son deadline, c'est-à-dire à quel moment est-ce que je vais avoir le rapport d'étude pour pouvoir envisager une décision. L'autre aspect, toujours dans les contraintes, c'est la contrainte financière. Parce que les moyens sont des moyens limités. L'entreprise a des moyens limités. Il est important que l'entreprise se dise, j'ai combien? Combien d'argent est-ce que je peux mettre sur cette étude? Parce que le fait de déterminer la contrainte de temps et la contrainte d'argent vont être déterminants dans la définition de la méthodologie. En sachant de combien de temps est-ce que je dispose, de combien d'argent est-ce que je dispose, je pourrai ensuite savoir quelle méthode de collecte utiliser, quelle technique de collecte est-ce que je vais utiliser. La méthodologie est très tributaire de ces 2 facteurs-là, c'est-à-dire le facteur temps et le facteur argent. Donc ça, c'est le premier point qui concerne la définition du problème d'étude. Le deuxième point concerne notamment l'élaboration du projet d'étude de marché. Parce que quand on fait une étude de marché, même quand on le fait à l'interne, il faut élaborer un document. Quand le commanditaire, le chef d'entreprise vous dit « Ok, j'ai un problème, mes ventes baissent, je veux savoir quels sont les facteurs qui sont liés à la baisse de cette vente par rapport à nos clients, nos produits, nos marques, nos concurrents, tout ça, etc. » Qu'ils vous disent « Voilà mon budget et voilà le temps sur lequel je voudrais que ça puisse être fait. » Vous ne pouvez pas dire « Ok, merci patron, on va y aller. » On n'y va pas. On commence par planifier, c'est une activité. Et n'oubliez pas qu'on est dans le management. Et le management, c'est planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc, on commence par planifier. Donc, on élabore ce qu'on appelle un projet d'étude ou un plan d'étude de marché. Ce plan d'étude de marché va comprendre un certain nombre d'items qu'il faudra renseigner pour expliquer très clairement comment est-ce que vous allez vous y prendre pour réaliser l'étude de marché et satisfaire les attentes du commanditaire ou de votre chef d'entreprise ou, si c'est un client, de votre client. Le premier point à prendre en considération, c'est de pouvoir reformuler la justification de l'étude. Je dois faire une étude de marché, c'est bien, il faut que je reformule ma compréhension des problématiques, ma compréhension des enjeux, ma compréhension en tout cas de l'attente du commanditaire. Et pour ça, il y a un premier point à traiter, c'est la justification de l'étude de marché. Qu'est-ce qui le justifie? Quelle est ma compréhension? Et cela permet de mettre en symbiose, enfin pas en symbiose, d'avoir une synchronisation entre vous qui allez mener l'étude, votre compréhension du problème et des enjeux, et la compréhension que le chef d'entreprise ou le commanditaire a des enjeux du problème. Donc, ce projet-là permet de les mettre en commun, à mon avis, c'est très important. Donc, c'est le premier point, la justification du point de l'étude. Je rappelle qu'on a traité un premier point qui concerne la problématique, qui concerne les 3 points, le problème marketing, les informations à collecter et les contraintes budgétaires et de temps. Le deuxième point dans l'étude de marché, c'est d'élaborer le projet d'étude. Sur le projet d'étude, vous avez 8 points à
mettre notamment dans votre projet d'étude ou à traiter dans votre projet d'étude. Le premier point, c'est la justification de l'étude. Je viens de l'expliquer. Le deuxième point, ce sont les objectifs de l'étude. Parce que si je dis, OK, j'ai un problème, mes ventes ne marchent pas, je veux comprendre pourquoi, c'est bien. Mais encore faudrait-il qu'on se dise, mais où est-ce qu'on veut aller? Il faut qu'on dise, c'est quoi l'objectif que je recherche? Quel est le résultat que je veux obtenir à la fin de l'étude? Et pour ça, il faut dire, c'est quoi le cap? C'est quoi l'objectif de l'étude? Donc, en reprenant le cas tout à l'heure de la baisse des ventes, je peux dire, OK, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est peut-être déjà d'évaluer le niveau de baisse des ventes. Ça peut être un objectif. Un deuxième objectif, ça peut être notamment de comprendre les ressorts internes et externes de l'entreprise qui justifient ou qui expliquent notamment la baisse des ventes. Le troisième objectif, c'est de pister les recommandations et les actions à mettre en œuvre pour corriger cette baisse et notamment accroître les ventes. Ça, par exemple, c'est les objectifs. On a un cap, on sait où est-ce qu'on veut aller. Parce que ce sont les objectifs aussi qui encadrent maintenant ce qu'on va faire après sur le terrain. Hein. C'est un travail en entonnoir. Hein. Problème, explication, justification. Ensuite, on dit, bah, c'est bien, mais maintenant, où est mon objectif? D'accord? Quand on définit les objectifs, il faut ensuite déterminer un troisième point, c'est quels sont les résultats que je veux attendre. C'est très important, quels sont les résultats que je veux. Et généralement, les résultats ne sont jamais nombreux. Je vois quelquefois des gens mettre 50 résultats, enfin 5, 6, 7 résultats, c'est pas la peine. Quand on mène une étude, généralement, on n'a que 2 ou 3 résultats. Okay? Parce que les résultats sont liés à l'objectif. Vous faites votre étude, vous avez des objectifs, à l'arrivée, qu'est-ce que je veux? En termes de résultats, je veux dire, OK, ce que je veux, c'est comprendre notamment les raisons qui ont amené à la baisse de la vente, comprendre l'ensemble des facteurs. L'autre résultat que je veux, c'est savoir quelles sont les actions qui sont à ma portée pour pouvoir notamment résoudre mon problème. C'est aussi simple que ça. Ces 2 résultats sont suffisants, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné. Ce n'est pas la peine de mettre plusieurs résultats. Ce n'est pas la peine aussi pour chaque objectif de mettre un résultat. Il y a des gens qui le font. À mon avis, quand on fait une étude qui converge sur un problème, on peut définir les objectifs pour donner très clairement le cap, mais ensuite, on va juste donner les 2 ou maximum 3 résultats qu'on attend. Et les résultats sont importants à clarifier parce qu'ils vont être les axes d'évaluation des résultats de l'étude. Parce que quand on reçoit le rapport, après lecture du rapport ou après discussion et après présentation et discussion du rapport, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le résultat que nous voulions a été un résultat obtenu ou pas? Et c'est dans ces conditions qu'on va dire est-ce qu'il faut améliorer, refaire, etc. D'accord? Le quatrième point dans le projet d'étude, c'est de définir les axes de l'étude. Les axes de l'étude, c'est déterminer dans le détail, je dis bien, quelles sont les informations ou les points saillants de l'étude. Quels sont les points saillants de l'étude? D'accord? Je donne un exemple très simple. Imaginons une école de formation qui nous dit, OK, moi je fais une étude de satisfaction de mes étudiants, par exemple. D'accord? Quand on définit les objectifs, on définit les résultats et tout ça, c'est bien. Il faut maintenant dire quels sont les axes de l'étude. Dans les axes de l'étude, je vais me dire, qu'est-ce qu'on me demande? C'est de faire une enquête de satisfaction. L'enquête de satisfaction s'adresse à qui? Une enquête de satisfaction s'adresse toujours à des clients actuels, pas à des clients potentiels, mais à des clients actuels. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est jauger leur appréciation du service qui leur est délivré et de déterminer quel est leur niveau de satisfaction. On reviendra plus tard éventuellement sur les échelles, mais ça, peut-être Laibamba le fera, ok, sur les questionnaires. Donc, quand je veux jauger, je vais dire, ok, pour que je puisse faire l'étude de satisfaction, il y a des choses que je dois savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? Je dois connaître l'identité des étudiants. C'est important de connaître leur identité. Pourquoi? Parce que c'est des clients actuels. C'est des gens que nous connaissons. C'est des gens avec qui au moins on a fait 1 an dans l'école. Donc, il faut que je connaisse leur identité. Quand je connais leur identité, il y a d'autres facteurs signalétiques qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent demain expliquer les résultats de l'étude. Donc, ça va être quel est l'âge, quelle est la classe, quel est le niveau scolaire, éventuellement quelle est l'école d'origine, éventuellement quel est le type de bac qui a été obtenu, etc. Ces facteurs vont être très importants. Donc les facteurs signalétiques vont être des facteurs importants en termes d'axe d'étude. Un deuxième point en termes d'axe d'étude, ça pourra être quels sont les services qui leur sont fournis par l'école. Parce que comme j'évalue la satisfaction
La satisfaction, c'est jamais je suis content ou je suis pas content de l'école. La satisfaction, d'abord, se jauge dans le détail. Dans le détail de quoi? De ce qui est donné. Si c'est des produits, on cherche à demander la satisfaction sur les caractéristiques du produit. Si c'est des services comme le cas d'une école, on va chercher à voir d'abord quelles sont les prestations fournies par l'école aux étudiants. Donc, quels sont peut-être il y a les cours, peut-être il y a l'inscription, il y a le paiement, il y a les sorties pédagogiques, il y a les cours, il y a les conférences, il y a les stages qu'on donne, il y a la codiplomation, peut-être il y a beaucoup de choses. Donc, il faudrait que je puisse lister l'ensemble de ces éléments-là. Troisième aspect, toujours dans l'axe d'étude, c'est de me demander maintenant, OK, quel est maintenant le niveau de satisfaction ou bien quel est le degré d'appréciation des étudiants par rapport à chacun des services sur lesquels, notamment, les services qui leur sont offerts. D'accord? On peut même en amont, avant de se poser la question du niveau de satisfaction, se demander quels sont les critères de satisfaction par rapport à chaque service. Okay? On peut dire, pour l'accueil qu'on fait aux étudiants, c'est quoi les critères de satisfaction? Pour les cours, c'est quoi le critère de satisfaction? Pour le paiement, c'est quoi les critères de satisfaction, etc. Ça peut être une troisième étape. Et à la quatrième étape maintenant, on va se dire quel est votre degré de satisfaction par rapport à chaque critère. Donc tout ça, je le liste pour que j'ai une vue à 360 degrés, notamment de l'ensemble des points qui vont entrer en jeu. Et quand je vais lister, je leur demande, OK, c'est quoi leur satisfaction? Leur satisfaction, on peut l'évaluer de plusieurs manières. On peut leur demander si vous êtes satisfait, oui ou non. Oui, non, peut-être, ou ne sais pas. On peut leur demander si vous êtes très satisfait, bien satisfait, plutôt satisfait, pour ou pas, etc. On peut utiliser les échelles de Dustgood et Likert. Mais ça, Laibamba est mieux placé pour en parler. Je crois qu'il le fera, ou un autre expert dans le domaine de l'étude de marché. Voilà, bien. Donc, quand maintenant je termine l'évaluation, quand je termine du moins ces éléments-là, il y a un dernier élément, d'autres éléments qui vont m'intéresser. L'avant-dernier élément, c'est de me dire, OK, puisque j'ai demandé la signalétique, j'ai demandé quels sont les services offerts, j'ai demandé quels sont les critères d'évaluation de chaque type de service. Ensuite, je vais demander quelle est la satisfaction pour chaque type de service. L'avant-dernier point, c'est quelle est votre satisfaction globale? Quelle est votre satisfaction globale? Avant maintenant d'aller vers le dernier point qui est par rapport à votre évaluation, quelles sont les recommandations que vous proposez? Parce que l'enquête de satisfaction ne sert pas seulement à jauger le niveau de satisfaction, il sert aussi à comprendre ou à pister des actions à mener pour améliorer la satisfaction. Tous ces points-là, j'ai eu l'impression de donner un questionnaire, mais ce n'est pas un questionnaire. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'en amont, je vais lister l'ensemble de ces points dans l'axe d'étude pour ne rien oublier. Ces points que je donne ne sont pas forcément les points de l'enquête. Parce que les points, c'est les informations, c'est ce qu'on appelle les facteurs à expliquer. Il faudrait que j'explique l'ensemble de ces facteurs-là. OK? Pour pouvoir maintenant arriver à me dire, c'est quoi le niveau de satisfaction, quelles sont les recommandations. Si c'était une étude pour un problème de vente, l'ensemble des points me permettrait de dire, OK, par rapport à tous ces points, je pourrais maintenant comprendre pourquoi les ventes baissent et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les ventes puissent s'améliorer. Et ça ne veut pas dire que les points que je donne sont notamment les questions qu'on va mettre dans le questionnaire, parce que pour connaître ces informations-là, justement, on va aller vers un cinquième point, qui est le point méthodologie. Donc, premier point, justification de l'étude. Deuxième point, objectif de l'étude. Troisième point, résultat de l'étude. Quatrième point, axe de l'étude. Quelles sont les informations à collecter? Quels sont les facteurs à expliquer? Et au sixième point, se pose la question maintenant de la méthodologie. C'est comment est-ce que je vais collecter l'information? Pour ça, justement, on va se cadrer sur ce qui est venu avant. Comme je l'ai dit, on est en entonnoir. On a défini la problématique, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le résultat attendu, c'est quoi les points, les informations sur lesquelles on attend des résultats, on attend des informations par rapport à l'étude. Maintenant, se pose la question de comment est-ce que je vais faire pour obtenir ces informations. Se pose la question donc de la méthodologie. Au niveau de la méthodologie, maintenant, beaucoup de questions vont se poser. Une première question va être notamment quelles sont les méthodes d'étude que je vais utiliser, les méthodes de collecte que je vais utiliser. Il y en a plusieurs, je crois que Laibamba vous en a parlé. Il y a des méthodes quantitatives, il y a des méthodes
qualitatives. Les méthodes quantitatives sont souvent très utilisées, notamment par rapport aux enquêtes par sondage, etc. Il y a des méthodes qualitatives sur les entretiens, sur la collecte documentaire, etc. Bon, ça, là, bon, bah, je crois, va vraiment entrer en profondeur dans ça, peut-être demain. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on définit la méthode d'étude, quelquefois, dans les études, il va y avoir une nécessité de faire un échantillonnage, c'est-à-dire que de choisir une partie d'une population mère. Si, par exemple, je dois voir pourquoi est-ce que mes ventes ne marchent pas, si j'ai 500 000 clients, quelquefois, il va être difficile quand même d'aller enquêter 500 000 clients. On va pouvoir se dire, OK, il faudrait que j'ai un échantillon qui représente cette clientèle-là. Okay? Un échantillon représentatif. Et à partir donc de la maison mère, on va définir un échantillon. Cet échantillon peut être un échantillon exhaustif, comme il peut être un échantillon représentatif. Quoi qu'il en soit, il faudrait que l'échantillon puisse refléter la réalité de la population mère. C'est pourquoi il va entrer en jeu, notamment les méthodes de collecte ou de définition plutôt d'un échantillon, notamment, d'accord? Et parmi ces méthodes, il va y avoir plusieurs méthodes, parmi lesquelles, là aussi, il va y avoir ce qu'on appelle les méthodes raisonnées, dont la plus utilisée est la méthode des quotas, ou une méthode statistique ou une méthode aléatoire, parmi lesquelles, une des plus connues, c'est notamment les méthodes de tirage, etc. Ça, vraiment, je crois que là, Bomba aussi pourra en parler. Chacune des méthodes a ses points forts et ses points faibles. Là aussi, je laisserai le choix à Lai Bomba de vraiment entrer dans ce détail-là. D'accord? Alors, maintenant, quand on définit la méthode d'étude, on définit comment est-ce qu'on va choisir l'échantillon, se pose maintenant un autre aspect toujours dans la méthodologie qui va concerner ce qu'on appelle les outils de collecte. Quels sont les outils que nous allons mobiliser pour faire la collecte, notamment des données? Si vous êtes dans un sondage, ben, il faudra faire un questionnaire. Le questionnaire aussi a ses règles, là, Bomba reviendra là-dessus. Autrement, si vous devez faire des entretiens, il faudrait des guides d'entretien. Si vous devez faire aussi des focus groups, il est important de déterminer les points sur lesquels le focus group devra porter. Si vous devez faire des entretiens en profondeur, enfin, pour chaque méthode ou technique d'étude que vous allez utiliser, il sera important de créer des outils, de tester ces outils et de regarder la validité de ces outils-là. Ça, donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, va être très, très, très important. Quand on définit les outils de collecte, notamment, il faudrait toujours les tester. C'est très important de tester les outils pour savoir est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont conformes, est-ce que réellement ils permettront de ne pas tomber sur ce qu'on appelle des biais qui vont amener des réponses qui ne sont pas des bonnes réponses. Voilà. Alors, quand on sort maintenant de toujours du moins dans la méthodologie, à part la collecte d'informations, il faudrait aussi, dès le départ, déterminer comment est-ce que nous allons évaluer les données. Comment est-ce que nous allons les analyser? Ça aussi, c'est très important. On a des données, il faut les analyser. Souvent, il y a des cours très simples sur les tris à plat, les tris croisés, etc. C'est vrai que c'est des méthodes très simples de tri des données. Mais on a des logiciels maintenant. On a Sphinx, on a Spaden, on a eViews, il y a énormément il y a SPSS. Il y a plusieurs logiciels aujourd'hui qui permettent d'aider depuis la conception du questionnaire la saisie du questionnaire jusqu'à l'analyse des données, à pouvoir renseigner les données et à pouvoir les exploiter de la meilleure manière. Ça, c'est vraiment aujourd'hui très simple. D'autant plus que de plus en plus maintenant, dans les études de marché, les gens font une collecte en temps réel. C'est-à-dire, on met des tablettes à disposition des collecteurs, enfin des enquêteurs. Les données sont remontées immédiatement et sont analysées en temps réel. À mon avis même, c'est meilleur parce que ça permet de mieux ajuster les résultats ou en tout cas l'échantillonnage. Voilà. Bien. L'autre point maintenant, le septième point, enfin le sixième point plutôt, c'est que dans votre plan d'étude, il faut définir un chronogramme. C'est important de dire quel est le calendrier que je vais mettre en œuvre. Quand est-ce que je vais démarrer la mission? Quand est-ce que je vais recruter? Parce que ça, c'est des points souvent qu'on oublie. Quand est-ce que je vais recruter mes enquêteurs? OK? Et bien sûr, mon équipe, parce qu'il y a forcément des enquêteurs. Il y aura forcément un superviseur des enquêteurs. Il y aura même un directeur ou un chargé d'études qui va s'occuper de superviser tout ça, notamment. Ensuite,
il faudrait former les enquêteurs après le recrutement. Donc, quand on les recrute, quand je parle de recrutement, je parle aussi de contrat, parce que beaucoup de gens oublient de faire des contrats à leurs enquêteurs. Quand on fait une enquête, même si on prend des étudiants, il faut faire des contrats de prestation de services. C'est une obligation légale. Ne l'oubliez jamais, il faut le faire. Et le contrat protège aussi bien celui qui mène l'étude que la personne, l'enquêteur notamment, qui va travailler sur l'étude de marché. Donc faites des contrats. Le contrat vous protège aussi l'enquêteur, et ça lui donne aussi des moyens de pouvoir demain prouver qu'il a pu faire un travail. Donc ça, réellement, je sensibilise tout le monde sur ça. L'enquête n'est pas une petite affaire. Ne le considérez pas comme quelque chose de petit. Si l'enquêteur se trompe sur la collecte, ben ça gâche aussi toute l'étude. Donc, respectons les enquêteurs. Formation, donc recrutement, formalisation, contrat. Ensuite, formation. Il faut vraiment former les enquêteurs. Je recommande souvent, quand vous formez les enquêteurs, de le faire en présence du commanditaire de l'étude. C'est très important que la personne qui a commandé l'étude soit là pour dire aux enquêteurs comment est-ce qu'ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils pensent, etc. À mon avis, c'est très important de l'impliquer. Ça permet de mieux permettre aux enquêteurs de comprendre les enjeux qui sont liés à la collecte, et vous ferez une formation plutôt technique sur comment le faire, comment éviter les biais, etc., les méthodes de collecte, comment est-ce qu'ils vont transmettre les informations, dans quel délai, etc., comment est-ce qu'ils vont remplir les fiches et tout ça, et comment est-ce qu'ils vont restituer aussi les informations qui ne peuvent pas être dans les fiches, parce qu'une fois dans l'enquête, on discute avec la personne qui nous donne quelques informations, ou qui, quand il donne une réponse, nous donne une explication, et ça, on ne peut pas le mettre dans la fiche, mais on peut le mettre ailleurs, etc. Ça, c'est vraiment un système de collecte qui va ensuite être transmis au superviseur. Ça permettra aux consultants qui gèrent l'étude de pouvoir avoir une meilleure information pour interpréter les données. Voilà. Bien. Donc, le planning, c'est très important d'avoir en tout cas un chronogramme, de dire comment est-ce que ça va se passer, quand est-ce qu'on va recruter, former, quand est-ce qu'on va déployer sur le terrain, et quand est-ce que l'enquête sera terminée. Quand vous faites une enquête, vous dites à vos enquêteurs très clairement quand est-ce que l'enquête sera terminée. Pour ça, maintenant, il faut déterminer comment est-ce que le rythme en fait de l'enquête. L'enquêteur fera combien d'enquêtes par jour. C'est très important de dire combien d'enquêtes par jour. Parce que c'est ce qui permet de dire, OK, si vous devez faire 10 ou 20 enquêtes par jour, vous en avez 200, ben, au bout de 10 jours, vous aurez fini parce que c'est 20 enquêtes par jour. Donc ça, c'est des choses très faciles à faire. Je conseille juste à ceux qui font des études de marché de laisser une marge. Quand vous donnez 10 jours, donnez-vous une marge de 12 jours. Parce que quelquefois, il y a peut-être des facteurs qui peuvent vous échapper, ou il y a quelquefois des enquêtes mal faites, l'enquêteur est obligé de repartir sur le terrain. Donc ça, c'est des marges de manœuvre à se donner. D'accord ? Bien sûr, le chronogramme, mais aussi le suivi. Comment est-ce que vous allez faire? Ça, je crois que j'en ai parlé. Il faut déterminer des outils de suivi pour dire chaque enquêteur qu'est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit le faire. Mais ça, il y a des tableaux Excel qu'on peut créer pour suivre les enquêteurs, voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, c'est quoi leur taux de réalisation, c'est quoi l'écart, quelles recommandations doit-on leur donner, est-ce qu'il faut qu'on les appuie, est-ce qu'il faut qu'on les recycle, etc. Ça, c'est vraiment le suivi. Une enquête a besoin d'un très, très bon suivi pour que les résultats soient obtenus dans les meilleurs délais. L'autre aspect maintenant, bien sûr, ça va être les acteurs que vous allez mobiliser pour l'étude. Bien sûr, c'est le consultant. Comme je le dis, c'est les superviseurs. Si vous avez beaucoup d'équipes, il va y avoir des chefs d'équipe, etc. Et bien sûr, il y aura les enquêteurs. Il y aura aussi l'assistance administrative parce qu'il faut des papiers, des photocopies, tout ça, etc. Et le dernier point, ça va être notamment le budget prévisionnel. Parce qu'en fait, une enquête, l'enquête mobilise de l'argent. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire un budget prévisionnel. Le budget prévisionnel, je voudrais donner quelques conseils très très simples. Quand on fait un budget pour une étude de marché, ne disons pas juste les enquêteurs ce sera 100 000 chacun ou 50 000 chacun, le consultant aura un petit 500 000, le superviseur, non. Quand on fait un budget, on identifie l'ensemble des postes de dépenses. L'ensemble, je dis. Et quand je dis l'ensemble des postes de dépenses, c'est des postes qui sont liés d'abord aux ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines qui seront mobilisées pour faire l'étude? Bien sûr, il y a les enquêteurs, il y a les superviseurs, il y a les consultants, mais il y a des secrétaires éventuellement. Peut-être que vous allez vous déployer, il y a peut-être des chauffeurs, il y a peut-être des coursiers, etc. Identifiez l'ensemble des individus, des ressources humaines qui interviennent dans l'activité. Et vous pouvez déterminer justement quelle est la rémunération par rapport à une unité. L'unité, ça peut être le nombre de jours travaillés. L'unité, ça peut être le nombre d'heures travaillées. L'unité, ça peut être, par exemple, le paiement par mois, si l'enquête dure longtemps ou si ça dure un mois. Voilà. Mais déterminer quelles sont les ressources humaines qui entrent en jeu, quelle est l'unité de paiement et quel est notamment le paiement par unité, ce qui permet d'avoir le paiement global hors taxe.
Okay? Parce que quand vous utilisez des gens pour travailler dans ce type de mission, ben, il faut payer la BRS, c'est-à-dire notamment l'impôt de 5%. Ensuite, vous devez peut-être voyager. Sortez une deuxième rubrique, voyage. Hébergement. Quels sont les voyages? C'est quoi l'hébergement? Éventuellement, quels sont les per diem qui font entrer en jeu? Budgétiser tout ça. C'est important. Ensuite, il y a les frais administratifs qui entrent en jeu. Voilà. Donc, les photocopies, les impressions, la communication, l'Internet que vous allez utiliser, le téléphone que vous allez utiliser, les rapports que vous allez faire, les ateliers que vous allez utiliser, que vous allez organiser pour restituer, tout ça, c'est des éléments à budgétiser. Ensuite, maintenant, vous pouvez éventuellement mettre votre marge de cabinet avant de sortir en total, de sortir ensuite la TVA à 18% et bien sûr le coût total. Voilà, bien. Donc, je voudrais vraiment m'en arrêter là. L'objectif de ma communication d'aujourd'hui, c'était de permettre à ceux qui veulent faire des études de marché de comprendre que l'étude de marché, ce n'est pas seulement avoir une équipe d'enquêteurs et se déployer sur le terrain. C'est une méthodologie, c'est vraiment assez technique. Ça demande des compétences techniques, ça demande aussi une organisation absolument importante parce qu'il s'agit sur un délai court de pouvoir avoir assez d'informations, pouvoir les analyser et permettre de comprendre notamment un facteur, une situation et de pouvoir se projeter sur les recommandations ou en tout cas, pas seulement les recommandations, mais des actions prioritaires à mettre en œuvre pour apporter une meilleure solution. Voilà. Juste vous dire aussi que aujourd'hui, nous utilisons beaucoup les méthodes classiques de collecte d'informations, les enquêtes, tout ça, etc. Mais je voudrais aussi dire à l'attention de nos amis africains, les experts notamment, que l'étude de marché a vraiment progressé en raison des technologies. De plus en plus, les entreprises en Occident vont complètement acheter des données auprès de providers, c'est-à-dire que de list brokers, comme notamment Google, comme notamment Facebook, qui sont des gens qui ont des données extrêmement profilées. Quand Facebook, vous lui demandez « je veux X nombre de personnes ayant 10, 20, 30 caractéristiques », ils peuvent vous les profiler parce qu'ils ont une connaissance particulièrement parfaite de leurs utilisateurs. Et ça permet d'avoir le meilleur échantillon possible et d'avoir aussi les meilleurs résultats possibles. Donc ça aussi, il faudrait que les grands cabinets d'études y songent pour aller acheter des données auprès des list brokers et pouvoir affiner leur étude et avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà, bien. Je voudrais vous remercier pour votre longue attention, pour cette longue vidéo. On attend vos feedbacks pour pouvoir notamment améliorer les contenus, améliorer la durée, etc. Enfin, bon, donnez vos feedbacks, travaillez aussi sur d'autres thèmes. Je voudrais vous remercier. Voilà, pour ce confinement qui n'est pas forcément très génial, mais on va le transformer en une activité très très géniale. En tout cas, moi je fais des vidéos, je joue avec les enfants, bien sûr. Je fais aussi beaucoup de sport, j'en faisais pas beaucoup, j'ai l'occasion de faire aussi du sport parce que manger et rester à la maison, ça ne sert pas à grand chose. Je lis aussi des livres, je lis beaucoup de films, je regarde du moins beaucoup de films. En tout cas, c'est génial pour moi. Tout cela est lié au marketing, au management. Et je me sens comme un grand étudiant dans cette mare et je me sens encore plus heureux. Je vous souhaite le même bonheur et prions, prions, prions pour que cette épidémie disparaisse très rapidement. À très très bientôt sur cette chaîne. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci.